Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur le vice-président du Sénat, bienvenue devant l'Association des journalistes parlementaires. Nous sommes très heureux de vous accueillir, mon cher Jean-Pierre. Une question qui est en plein dans l'actualité. On commence par l'UMP, on parlera du Sénat bien sûr aussi. Brice Hortefeux déclare dans une interview au Monde de cet après-midi qu'il souhaite la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP à l'automne. Comment réagissez-vous à ça ? Je ne suis pas surpris par les souhaits de Brice Hortefeux. Et aujourd'hui, pour moi, comme pour un certain nombre de responsables de l'UMP, la question numéro 1 est l'organisation du Congrès et les conditions d'un Congrès serein. Ensuite, que des candidats s'expriment et se présentent, tout ceci est parfaitement légitime. Donc, la question principale aujourd'hui, pour moi, pour Alain Juppé, pour François Fillon, pour Luc Châtel et pour beaucoup d'autres, c'est comment transformer une réunion de crise politique, qui a été celle du bureau politique de la semaine dernière, en une réunion de décision pour assurer une transition à l'intérieur de l'UMP afin de rendre la parole aux militants. Et donc, c'est à l'occasion de ce retour de la parole des militants dans un congrès qu'à ce moment, les candidatures et les projets pour l'UMP pourront s'exprimer, et tous sont parfaitement légitimes. Oui, Monsieur le Premier ministre, pour revenir sur ce sujet, quand vous dites la transition, c'est-à-dire qu'en fait, répondre à ceux qui contestent votre légitimité à être les organisateurs de ce congrès, quoi, c'est ça. Pour que, on ne sait plus si les statuts sont respectés, pas respectés, en fait tout le monde a démissionné, enfin, c'est ça que vous voulez régler. C'est très simple. Nous devons, à l'occasion d'un bureau politique, mettre une organisation de transition en place. Le précédent bureau politique a été un précédent de crise, dans lequel il y a eu 3 annonces. C'était des annonces. La démission de Jean-François Copé, une démission collective et un trio pour diriger le parti pendant cette période de transition. Maintenant que ceci est formulé, nous allons faire en sorte que, à l'occasion d'un prochain bureau politique, on arrête les décisions qui seront conformes à notre statut. Exemple, Luc Châtel fait partie de ceux qui ont démissionné, puisqu'on a annoncé, fait partie de ceux dont l'annonce de la démission a été formulée. Mais il est évident que nous avons besoin de Luc Châtel, parce que statutairement, s'il n'est pas démissionnaire, il est le vice-président chargé de l'administration du parti. Donc, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, et donc il n'y a aucune difficulté pour trouver une formule qui permettra à la fois à ceux qui sont porteurs d'un message politique de la transition, de travailler avec ceux qui seront issus de la réflexion juridique que mène la haute autorité, puisque nous avons créé dans notre réforme des statuts une haute autorité présidée par un professeur de droit qui assistera au prochain bureau politique et qui fera en sorte que les choses soient compatibles. Donc il n'y a pas de difficulté majeure, puisque nous avons eu une crise politique pour laquelle il y a eu une démission collective. Il est clair que pour fonctionner, nous avons besoin qu'un certain nombre de gens soit reviennent sur l'annonce de cette démission, soit acceptent une nouvelle responsabilité. Nous en discuterons de manière sereine, mais je ne crois pas qu'il y ait sur ce sujet de difficultés majeures. Fernand Tavares. Dès ce matin, on entend déjà des premières réactions au sein de l'UMP. Certains parlementaires disent, dans l'éventualité d'un retour de Nicolas Sarkozy, et qui prendrait tout ça, la présidence de l'UMP, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il ne pourrait pas être candidat à la présidence de la République. Écoutez, moi, dans cette mission qui est la mienne et pour laquelle je vous rencontre ce matin, je ne veux pas faire un inventaire des arrière-pensées des uns ou des autres. Donc je cherche à faire en sorte qu'on évite l'éclatement de l'UMP. Ce que nous avons évité la dernière fois, c'était un éclatement de l'UMP. Et ce n'est pas au moment où le Parti socialiste est historiquement faible dans notre pays aujourd'hui, où on a
historiquement faible et où il est pathologiquement en situation de grande fragilité politique, qu'on a un Front National qui lui aussi est extraordinairement menaçant, ce n'est pas le moment pour nous d'aller mener un certain nombre de spéculations et de prendre le risque de l'éclatement. Nous verrons bien le moment venu. Ce que nous souhaitons, c'est avoir une organisation stable et sereine dans l'UMP et le retour à l'esprit de famille, ce qui va demander un peu de travail. Les propos de François Fillon hier soir sont-ils de nature à apaiser ce que vous réclamez, cet apaisement? Écoutez, moi je travaille personnellement pour l'apaisement, donc il ne faut pas compter sur moi pour faire des reproches aux uns et aux autres. Je sais faire en sorte que, face au Parti socialiste, face au Front National, l'UMP soit le plus vite possible sereinement rassemblée. Il y a du travail. Christine Claire. Est-ce que vous connaissez l'état réel de l'UMP? Est-ce que vous savez combien y a-t-il encore de militants? Parce qu'on dit beaucoup que certains ont rendu leur carte après le scandale Big Malion. Et finalement, combien pourront contribuer à un vote? Combien seront légitimes? Nous avons créé une haute autorité indépendante dont la mission est d'organiser le Congrès jusqu'au point de, par exemple, définir les listes électorales. Donc de connaître exactement le nombre de militants. Donc la haute autorité va se mettre au travail sur ce sujet de manière très précise afin que le vote se fasse dans des conditions de complète sérénité. Donc c'est une autorité indépendante, présidée par un professeur de droit et entourée de juristes qui va prendre en main l'organisation matérielle de ces élections. Et donc on aura toutes les informations que vous souhaitez. Oui, de nouveaux adhérents pourraient adhérer en vue de peser sur un vote. Il y a des règles très précises. Les comptes seront arrêtés à une certaine date. Le processus va être... Les comptes sont arrêtés à une certaine date. Et donc tout ceci est fait de manière stable et non mouvante. Et nous avons beaucoup travaillé après la triste épreuve de l'élection précédente pour essayer de corriger toutes ces erreurs et de confier à des experts indépendants l'organisation de ce scrutin. Oui, vous avez dit tout à l'heure que certains membres de la direction dont la démission avait été annoncée pourraient revenir sur leur démission. Mais dans ce cas-là, le triumvirat n'aurait plus de raison d'être. Si Luc Châtel revient sur sa démission, c'est lui, vous venez de le dire, qui assure l'intérim de la direction de l'UMP. Si, parce que il y a la question de la légitimité politique et de la question de la légitimité juridique. Et au fond, est apparue une légitimité politique dans ce bureau, on peut en penser ce que l'on veut, elle s'est exprimée, elle est exprimée comme un souhait par le bureau politique à ce moment-là. C'était une légitimité politique. Il y a une légitimité juridique. Cette légitimité juridique, si Luc Châtel, ce que je suis prêt à faire, c'est-à-dire lui demander qu'il revienne sur sa démission, à ce moment-là, c'est Luc Châtel qui aura la légitimité juridique. Il est bien conscient, lui, qu'il a besoin de la légitimité politique, et nous avons bien conscience que nous avons besoin de la légitimité juridique. Donc il est nécessaire que nous travaillions ensemble. Et donc nous allons vers un travail en commun avec une sorte de collège politique et avec quelqu'un qui a des fonctions, notamment d'administrateur, juridiquement définies. Gérard Leclerc. Qui pourront aller au-delà. Gérard Leclerc de... Pardon ? Je pense qu'il faudra le lui demander, nous verrons ça en bureau politique, mais je pense qu'il est très ouvert à apporter sa pierre à cette organisation et nous avons discuté. Je suis optimiste quant à cette solution qui d'ailleurs était échafaudée, je peux vous le dire, dès le mardi soir. Moi j'ai saisi la haute autorité dès que la nouvelle a été exprimé par le bureau politique et tout de suite on a vu que la solution était de trouver l'équilibre entre ce qui devait être une légitimité de rassemblement, une légitimité politique, avec une légitimité juridique. Et donc tout ceci paraît faisable si on a de la bonne volonté. Mais Luc Châtel est particulièrement pourvu. Oui, Dominique de Villepin vient de dire que compte tenu de la gravité de la situation, il fallait absolument que la droite se trouve un chef,
que la présidence, l'élection, le congrès, la poste de président de l'UMP fournirait ce chef et qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus besoin, il n'y avait plus d'utilité de faire des primaires, qu'il fallait que tout le monde se range derrière le président de l'UMP qui soit le candidat de 2017. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas une idée nouvelle exprimée par Dominique de Villepin. Il y a dans la famille politique des gens qui ont été contre le processus de primaire au nom de la tradition plus gaulliste, mais c'est un accord qui est intervenu à la suite de la dernière élection entre Jean-François Copé et François Fillon, et donc il a été décidé d'inscrire ce processus dans nos statuts. Donc c'est au Congrès, et ce sera à nos instances renouvelées de décider. Et nous aurons un processus démocratique pour décider de cette situation de manière tout à fait conforme à l'organisation de nos statuts. Donc c'est une décision qui sera une décision prise par les nouvelles instances de l'UMP. Je considère personnellement que ce n'est pas une mission de transition, c'est une mission de direction. Donc c'est à la nouvelle direction de l'UMP de prendre avec les instances, le moment venu, ce type de décision. Nous sommes qu'en mission de transition pour redonner la parole aux militants. Mais donc vous imaginez que la nouvelle direction pourrait décider d'annuler les primaires? C'est une décision. Pour le moment, elles sont dans nos statuts. Donc, mais c'est le Congrès qui décidera, c'est le Congrès qui a la légitimité du parti. En tout cas, je ne considère pas que notre mission soit une réforme de nos statuts. Notre mission, c'est de redonner la parole aux militants dans un congrès pour redéfinir une ligne politique et l'émergence d'une direction. C'est cette direction qui devra assumer ce type de questions. Zoé Cadio. Les déboires judiciaires de Guillaume Pelleté, qui représente quand même un courant assez dur au sein de l'UMP, n'est-il pas quelque chose de positif pour vous qui représentez plus une droite plus apaisée, plus centriste? Et ne gêne-t-il pas aussi le retour de Nicolas Sarkozy, car tout le monde sait que c'est quand même un sarkozy? Les déboires ne sont jamais de bonnes nouvelles, de toute façon, pour les uns et pour les autres. L'UMP a une mission de rassemblement. Il est clair que l'alliance d'une droite républicaine forte et d'un centre humaniste et européen, libéral, sont des nécessités pour l'espace politique que nous prétendons occuper. Donc cette alliance-là, elle est génétiquement dans la conception de l'UMP, et donc nous devons veiller à ce que cette diversité culturelle persiste dans l'UMP. Et je pense que la force des uns peut renforcer les autres et que nous devons faire une somme, une addition et pas de soustraction. Nous sommes dans des processus actuellement de soustraction qui nous affaiblissent face au PS, face au Front National. Heureusement, on a de temps en temps des lueurs de confiance, comme cette élection législative partielle à Toulouse, qui a montré que, y compris au premier tour, pendant les élections européennes, il pouvait y avoir des résultats très différents aux législatives et aux européennes. Et le deuxième tour de l'élection a confirmé cette perspective positive. Mais pour nous, l'essentiel est de faire des additions dans les sensibilités de l'UMP et pas des soustractions. Judith Weintraub. Oui, à titre personnel, pour que ce soit bien clair, vous êtes toujours opposé aux primaires. Écoutez, dans la mission qui est la mienne aujourd'hui, vous avez compris que mes intérêts personnels, je les mettais vraiment en pas. Mais oui, mais d'intérêt ou de pensée, je les mets vraiment de côté dans une démarche collective. Je suis un serviteur de l'unité de mon parti, c'est douloureux, et donc je vais me dispenser. Vous connaissez mieux que quiconque mes convictions, je n'ai pas de raison d'en changer. Mais aujourd'hui, je suis dans une fonction qui est une fonction de transition et d'apaisement. Donc je ne vais pas agiter des querelles conquérantes. Thierry Curtet. Vous venez de dire que vous vous mettez au service de votre parti pour, entre autres, le pacifier. L'un des coprésidents, avec vous, désormais, de l'UMP, François Fillon, dressait un bilan extrêmement sévère de l'action de Jean-François Copé, parlant de problèmes de leadership, de problèmes politiques et de problèmes d'éthique hier soir en meeting. Est-ce que le coprésident avec vous de l'UMP est sorti de son rôle en faisant cette critique-là, ou est-ce que vous partagez ces critiques-là ? Écoutez, je n'ai pas dans cette affaire à prendre parti, je cherche à rassembler. Ce que dit François Fillon,
au moins il a le mérite de ne pas le dire pour la première fois. Donc nous étions déjà informés de ses convictions sur le sujet. Donc moi je cherche à faire vivre ensemble une famille politique qui est aujourd'hui menacée d'éclatement. Et à un moment particulièrement tragique de notre histoire, nous pensons que l'économie française va très mal. Je suis très inquiet de la situation de l'emploi quand je vois ce qui se passe sur le terrain, y compris dans mon propre département. Donc je suis très préoccupé par la situation politique et économique. Je vois des découpages de régions, des manœuvres de diversion qui sont engagées, qui sont extrêmement préoccupantes, qui éloignent les Français des sujets principaux. Je vois d'autre part un mouvement populiste et protestataire du Front National qui prend une place sur la scène politique majeure. Et ce n'est pas le moment d'assister à l'éclatement de la seule force républicaine d'alternance. François. Pardon ? Vous trouvez que François Fillon en fait trop ? Je ne suis pas surpris de ce que dit François Fillon. Françoise Carriès. François Hollande a annoncé hier une recomposition du territoire français. Est-ce que vous êtes satisfait que Poitou-Charentes soit avec la région centre et le Limousin ? Le socialisme féodal est en marche. Ils se sont réunis, les grands féodaux, et ils ont décidé, vu d'en haut, dans un bureau le soir à l'Élysée, de laisser leurs plumes dessiner notre propre avenir. Je demande, en ce qui concerne ma région, un référendum régional pour que ce soit la population qui dessine elle-même l'avenir de son territoire. Je suis assez surpris de cette méthode, je n'ai jamais vu cela, alors que l'identité régionale, moi qui suis un Girondin, c'est une affaire de culture. Entre l'art roman, l'art gothique, les tuiles, les ardoises, le sens des rivières, le sens des fleuves, comment jouer avec toutes ces frontières sans analyser, sans te comparer, sans écouter, sans faire les études nécessaires. Est-ce qu'une région comme la nôtre, elle est le nord du sud ou le sud de nord? Ce sont des questions de stratégie, des questions de flux de population, de migration, d'histoire. Et tout ceci, simplement, entre quelques sommités dans un bureau sombre, on dessine des découpages qui sont très contestables. Donc, moi, je peux accepter plusieurs approches, mais je souhaiterais qu'on puisse en discuter et surtout qu'on donne des éléments intéressants. Est-ce que pour une région Poitou-Charentes, la dimension atlantique est stratégique ? Est-ce que, si oui, pourquoi ne sommes-nous pas avec l'une des deux régions atlantiques, qui est Pays de la Loire ou l'Aquitaine? Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors, je peux tout entendre, je peux comprendre un rapprochement au nord, je peux comprendre un rapprochement au sud, mais je voudrais qu'on discute, qu'on analyse, qu'on regarde les perspectives, qu'on regarde les coopérations, et tout ceci mériterait simplement une discussion. Je vais d'ailleurs interroger au Sénat le Premier ministre demain sur ce sujet. Quelle est la valeur juridique d'un tel référendum régional? C'est une expression politique majeure et c'est pour le gouvernement une pression démocratique. Et la pression démocratique peut trouver par la suite une forme d'expression juridique qu'elle n'a pas initialement, mais que la puissance peut lui donner. Liliane Delvas. Le redécoupage du féodalisme socialiste ne vous convient pas, mais est-ce que vous êtes d'accord pour une recomposition des régions dans le principe? Je suis d'accord pour une recomposition des régions. Et je veux dire, ce que je conteste plus que le résultat, parce que je ne veux pas être quelqu'un du Sud contre le Nord, ce que je conteste, c'est la méthode. Et c'est le fait qu'on fasse ça sans réflexion, comme si Baudrillard n'existait pas, comme si tout ce qu'est la France des territoires apparaissait comme ça sur un coin de table à 20h le soir. C'est une identité territoriale extrêmement puissante et ça mériterait qu'il y ait quand même quelques débats, quelques expressions scientifiques, universitaires, qu'il y ait quelques coopérations. On a, dans ma propre région, interrogé le Conseil économique et social et le Conseil régional, mais ils avaient prévu de donner leur copie au mois de décembre dans leur interrogation. Donc tout ceci, tout le monde est pris de vitesse, et je pense que il n'y a pas de territoire. Moi, je ne considère pas qu'il y ait de territoire absurde, mais il y a des identités, il y a des flux, il y a des perspectives, il y a des destins, et c'est cela dont il faut parler. Et donc, moi, je ne fais pas la guerre contre un découpage, je fais la guerre contre la manière dont le territoire est maltraité.
Gérard Leclerc. Vous êtes responsable politique de premier plan, notamment dans cette région, donc on est en droit d'attendre d'un responsable politique qui dise clairement quelle est sa préférence, quel est son choix. Le Poitou-Charentes doit-il aller avec l'Aquitaine, avec les Pays de Loire, avec le Limousin? C'est à vous aussi de donner quand même une opinion. Franchement, je suis assez d'accord avec vous. Mais vous croyez qu'après avoir été 18 ans à la tête de cette région, après avoir été Premier ministre, en étant parlementaire, vous ne croyez pas que quelqu'un dans l'appareil de l'État aurait pu me demander mon avis? Ça ne vous choque pas que ni le Président de la République, ni le Premier ministre, ni un ministre nous demandent notre propre avis? Comme si on traversait nos territoires. Je suis né dans ce territoire, j'y ai fait mes études, j'y ai ma famille, comme si je ne représentais tout à fait rien, et que j'apprends ça comme ça. À 17h, on me dit, vous êtes avec les Pays de la Loire, et à 20h, on me dit, non, vous repassez au nord, en région centre, il y aurait eu une colère exprimée, et de ci, de là, par une influence clandestine. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, personne ne sait comment tout ça s'est procédé. Donc, moi, j'ai ma préférence. Ça fait 20 ans que je me bats pour que ma région soit plutôt le sud du nord, le nord du sud, plutôt que le sud du nord. Je pense que notre vocation, c'est dans cette région que commence le sud. Nous sommes au sud de la Loire, donc je pense qu'il y a plutôt une stratégie de cette nature. Mais je suis un républicain, donc je veux bien discuter avec l'État. On peut me convaincre sur ces sujets. Moi, j'ai une conviction de territoire, et je pense que les vrais Girondins, ils ont leur conviction de territoire, et puis ils sont prêts à discuter avec la République pour voir où se trouve l'équilibre. Mais ça n'existe pas, ça. On nous balance une carte. Je veux bien, on me dit, vous êtes avec le Limousin, vous n'êtes pas avec les Pays de la Loire. Bon, avec le Limousin, il y a des bonnes raisons d'être avec le Limousin. Mais il y a aussi des discussions qu'on peut avoir. Et je suis assez choqué de voir que personne ne discute de cela. J'ai jamais vu ça dans la République. Au moins, pour les découpages cantonaux, qui sont Dieu sait contestables, le préfet a au moins convoqué les élus pour leur demander leur avis avant de faire un découpage. Il n'en tient pas forcément compte, mais au moins, il a veillé à ce qu'il y ait une procédure minimum de concertation. Là, rien. Je vois un Premier ministre qui, sur ce sujet, cite un rapport que j'ai fait au Sénat à plusieurs reprises, y compris dans son discours de politique générale et tout ça. Donc, c'est bien de lire mes rapports, mais on aurait pu aussi parler un peu de ces choses-là. Voilà, donc c'est un peu sur la méthode. Ce qui m'inquiète, au fond, c'est que la manière dont c'est fait, ça conduit sans doute le processus à l'échec. Et que moi je fais partie de ceux qui croient vraiment qu'il faut réformer les territoires, à la fois pour faire des économies, mais aussi pour ne pas freiner la décentralisation. Moi je ne souhaite pas un acte 1 de la recentralisation. Or ce geste-là, c'est un acte 1 de la recentralisation. On attendait l'acte 3 de la décentralisation et on a l'acte 1 de la recentralisation. C'est assez désolant pour un Girondin. François Gervais. André Vanini a réaffirmé ce matin qu'au bout de la réforme territoriale, il y aurait une économie d'environ 12 milliards. Alors il est revenu en disant que ça serait entre 5 ans et 10 ans pour arriver à ce chiffre. Vous pensez que cette réforme territoriale peut amener vraiment des économies sur les dépenses de l'État? Combien? C'est très difficile à dire aujourd'hui parce que je ne vois pas très bien où on va, par exemple sur les départements, sur les clauses de compétences. J'attends d'avoir les textes définitifs, puisqu'on a quand même eu des allers-retours dans ces 2 ans qui étaient très, très contradictoires. Ce que je crois, c'est que le fait de diminuer le nombre de régions et de leur donner une compétence définie devrait limiter les doublons. Vous n'auriez, à partir du moment où vous avez une grande région, c'est que vous donnez à cette grande région des objectifs stratégiques. Vous ne lui donnez pas la charge de la proximité. Vous trouvez un autre niveau pour assurer la proximité, vous lui donnez la responsabilité de la puissance, c'est-à-dire les universités, la matière grise, la formation professionnelle et un certain nombre de compétences. Personnellement, je suis d'accord avec le président, par exemple, de la région Aquitaine, mais qui est aussi le président de l'Association des régions de France, de donner la politique de l'emploi aux régions. Donc je suis pour qu'on aille plus loin, mais sur des sujets qui sont des sujets très stratégiques. Et à ce moment-là, on arbitre complètement avec le niveau local qui, par exemple, s'occupera du tourisme,
Mais à ce moment-là, la région ne fait pas de tourisme. Celui qui fait dans la proximité ne fait pas dans la puissance. Donc, il y a là, ça doit faire des économies. Mais il faut que la carte soit arrêtée, parce qu'on avait déjà fait des hypothèses à 10 régions, à 8 régions, à 10 régions. Maintenant, on est à 14. Comment tout ça va s'articuler et qu'est-ce qu'on va faire du couple département-intercommunalité? Parce que là aussi, il y a un certain nombre d'économies à faire. Commune, intercommunalité, département. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a des réformes à faire, je suis convaincu qu'il y a des économies à réaliser. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, le texte n'est pas suffisamment précis pour connaître une véritable simulation. Hervé Favre. Monsieur Raffarin, bonjour. Permettez-moi de revenir à la crise de l'UMP qui a été rouverte finalement par les aveux télévisés de Jérôme Lavrieux. Il se trouve que Jérôme Lavrieux est aujourd'hui député de la grande circonscription du Nord-Ouest. Est-ce qu'il peut le rester au nom de l'éthique en politique? Écoutez, là, c'est une question qui est d'abord posée à sa propre conscience, qui est posée aussi en procédure de droit, de voir la nature même de ce qui lui est à lui reprocher, donc avec éventuellement la part d'innocence qu'on doit présumer dans un dossier de cette nature. Donc ce n'est pas à moi de dire ce qu'il a à faire dans ces circonstances. Vincent Drouin. Oui, je reviens en arrière sur la réforme territoriale. Vous évoquiez l'articulation département-intercommunalité, mais François Hollande a été assez clair là-dessus. Il retire aux départements, soit pour donner à des intercommunalités beaucoup plus importantes, de moins de 20 000, soit pour donner aux régions. Comment vous vous situez par rapport à ce processus, indépendamment de la réforme constitutionnelle finale? Vous trouvez que le président de la République a été clair? Moi, j'ai entendu suppression du département, rétablissement du département, suppression et rétablissement. On a quand même eu les cas de voyage. Hein. Oui, mais enfin, dans sa dernière, attendons la prochaine. Nous sommes, depuis les vœux, on a quand même eu des allers-retours complexes sur le sujet. Et moi, je voudrais bien qu'on me définisse exactement ce qu'on va faire à la place de l'intercommunalité et du département, du Conseil général. Parce que quelle est l'Assemblée qui va gérer cette question de proximité? Et quelle va être la réforme qu'on va proposer? Parce qu'aujourd'hui, les intercommunalités n'ont pas mission de gérer le département. Les intercommunalités ne sont pas aujourd'hui aptes à gérer, par exemple, le RSA. Donc, à qui on confie le RSA? Est-ce qu'on recentralise ou à qui on confie? Est-ce qu'on laisse au département ou est-ce qu'on met aux intercommunalités? Il y a quand même beaucoup de confusion aujourd'hui qui ne nous permettent pas de dire comment les choses vont s'articuler. Parce que dans les petites intercommunalités, si vous confiez à la région, si la région, pour Poitou-Charentes, Limousin, Centre, c'est Orléans, et si vous voulez faire gérer des procédures de proximité locale comme ça, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné beaucoup en efficacité. Je crains même, je suis persuadé du contraire. En résumé, moi je crois que on peut faire évoluer le département en tenant compte davantage de l'intercommunalité, mais ça veut dire qu'on maintient le département. Mais je ne serais pas surpris, parce qu'il n'y a que, de mon point de vue, deux scénarios. C'est ce qu'on avait fait dans le rapport avec Kratinger. C'est qu'on a un scénario qui est une logique de rapprochement département et région. À ce moment-là, on rapproche département et région jusqu'à un terme qui est la fusion. Et là, on crée le conseiller territorial qu'avait créé Nicolas Sarkozy, qui est une sorte d'enzyme unificateur qui, parce qu'il siège dans les deux assemblées, rapproche les deux cultures. Ça, c'est un axe numéro 1, qui est le rapprochement département et région. À ce moment-là, la région n'a pas besoin d'être trop grande, parce qu'elle va prendre des fonctions de proximité à un département qui va se trouver, en grande partie, absorbé par la région. Ce cap-là, c'était un schéma qui était proposé par l'ancienne majorité, qui a été, dès le départ, effacé par la nouvelle majorité. On a pris un deuxième cap, qui est celui des grandes régions. Mais la logique des grandes régions, c'est de garder le département et de séparer. Dans le premier cas, vous rapprochez la fonction de proximité et la fonction de puissance. Dans le deuxième cas, vous séparez la proximité et la puissance, c'est-à-dire un département pour gérer la proximité, cohésion sociale, cohésion territoriale, et vous avez une grande région pour avoir des investissements stratégiques. La grande région, elle n'est pas tentée de faire la même chose que le département. Aujourd'hui, nos régions sont tellement petites, parfois, qu'elles sont tentées de se comporter comme un 5e, un 4e département. C'est vrai qu'en Poitou-Charentes, le budget de la Charente-Maritime est plus important que le budget de la région.
Donc la région a à peu près la dimension d'un 5e département. Et donc il y a des tendances à la compétition. À partir du moment où on met des grandes régions, on sépare la logique de doublon et la grande région ne n'intervient plus du tout dans la proximité. Mais en revanche, on garde le département. Donc dans un cas, on fusionne les deux via le conseiller territorial, position supprimée par la gauche. Dans l'autre cas, on va vers des grandes régions. Et, ce qui était notre rapport au Sénat, à ce moment-là, on maintient le département. On peut discuter du département en zone urbaine, ce qui a été fait, par exemple, à Lyon, où, dans les zones urbaines, la ville peut gérer à la place du département. Donc, il y a des aménagements qui sont possibles. Donc, il y a ces deux grands schémas. Là, on a été un peu surpris quand on nous a annoncé grande région et suppression du département, parce que vous ne ferez pas faire de la proximité à quelqu'un qui est à 500 km. Donc, alors maintenant, je vois qu'on revient à ce qui est la logique. Si on fait la grande région, on maintient le département, mais à ce moment-là, il faudra le réformer notamment avec sans doute une dose d'intercommunalité. Oui, une fois le passage au Sénat, à votre avis, que restera-t-il de cette réforme? J'ai un souvenir de votre propre réforme de la décentralisation qui se voulait régionaliste et qui a fini par être départementaliste. Donc, à votre avis, comment le Sénat va-t-il broyer cette réforme de la gauche? Je me permets d'ajouter, est-ce que cette réforme peut être adoptée au Sénat? Moi, je ne vois que des raisons pour qu'elle soit rejetée. Et si le Sénat bascule à droite en septembre, ce qui est une hypothèse, quid effectivement de la réforme territoriale? D'abord, je rassurerai les plus pessimistes d'entre vous, même quand le Sénat est minoritaire, il gagne des votes. Puisque quelquefois nous avons des renforts qui viennent de l'extérieur. Donc le gouvernement peut être battu, y compris avec un Sénat minoritaire. A fortiori, quand le Sénat sera majoritaire, s'il l'est, ce sera autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un front d'hostilité à cette réforme sur la méthode, sur l'imprécision et sur le sentiment que c'est un jeu de Lego quelque part improvisé. Et donc ça n'a pas l'air très convaincant et je ne rencontre pas beaucoup de gens à ce jour convaincus. Alors peut-être qu'il va y avoir un travail politique qui va être fait sur les différents groupes, mais à mon avis, je ne vois pas ce texte sortir vraiment de manière favorable au gouvernement de son épreuve sénatoriale. S'il doit y avoir alternance au Sénat, ça ce sont les grands électeurs qui le décideront au mois de septembre prochain, il est clair qu'il y aura, je pense, une prise de position du Sénat d'une extrême fermeté. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui dans une république qui est une république forte, décentralisée, dit la Constitution, sans connaître la date des prochaines élections locales, sans connaître les territoires où ils vont s'exprimer, quant à leur surface et quant à leurs limites, et sans connaître les modes de scrutin? Est-ce qu'on a déjà connu dans notre histoire, à ce point-là, des incertitudes sur le périmètre, sur le mode de scrutin et sur le calendrier? Tout ceci est pour la Haute Assemblée, je le pense, inacceptable et il faudra l'exprimer le moment venu si les circonstances le permettent. Une question sur la fusion des régions. Il y a un sujet qui va faire débat, c'est le choix de la capitale régionale. Donc, pour revenir par exemple sur votre région, entre Orléans, Limoges, Poitiers, comment on choisit et quel est votre choix? Pour le moment, je ne considère pas cette carte comme définitive. Et j'invite le gouvernement à anticiper nos réactions. Donc nous verrons, mais pour le moment, on n'est pas prêt à faire un choix de cette nature pour le moment. Dans les cantonales, dans le découpage qui a été fait par le gouvernement, il était dit que le chef-lieu était la ville la plus peuplée. Donc, je ne sais pas si cette règle sera prise ou si on choisira une position plus centrale. Mais pour ce qui est des cantons, puisqu'il s'est posé la question, on a fusionné plusieurs cantons, et donc s'est posé la question du chef-lieu de canton. Et l'État a répondu que le chef-lieu de canton était la ville qui avait la population la plus élevée. Et donc, si c'est cette règle-là, on n'aura pas le choix. Mais je pense que, pour le moment, la carte n'est pas suffisamment stabilisée pour qu'on passe à l'étape d'après, celle de la capitale régionale. Judith Weintraub. La création d'un secrétariat d'État, la réforme de l'État, la simplification, est-elle une bonne nouvelle?
Le choc de simplification nous avait fait laisser penser à une réforme plus ambitieuse. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la simplification, donc c'est à peine une nouvelle. J'imagine que vous avez bien étudié la carte électorale du Sénat, les départements renouvelables. Quelles sont, d'après vous, les chances et à combien de sièges près se jouerait un rebasculement du Sénat à droite? Et question très importante aussi, serez-vous candidat au plateau? Je pense qu'il faut être prudent quant aux résultats du Sénat. Pour une raison première, c'est que le climat politique général est tellement incertain dans notre pays qu'il faut être extrêmement vigilant et ce ne sont certainement pas les ordinateurs qui font les élections. Je pense d'autre part que nous avons eu une victoire extrêmement profonde au municipal. Dans un département comme le mien, par exemple, il n'y a plus qu'un seul chef-lieu de canton à gauche, alors qu'avant, ils en avaient plus de la moitié. Donc c'est pour montrer qu'en profondeur, on n'a pas vu toutes les petites villes et tout ce basculement qui a été assez massif. Donc qu'est-ce que ça va donner aux élections sénatoriales? Ça donne certes une poussée, mais ça donne aussi de nombreuses candidatures. Dans une période où les climats d'investiture ne sont pas eux aussi forcément très stabilisés. Et je dois ajouter qu'il faut être attentif au climat d'inquiétude économique et sociale qui rend les grands électeurs eux aussi en situation de grogne très très forte sur les crédits, sur les procédures, sur la simplification, sur les normes. Donc il y a un climat d'inquiétude qui est quand même un climat, si je prends l'exemple de mon département, on a quand même 2 entreprises de 240 emplois qui ont annoncé leur dépôt d'activité. Tout ceci crée des inquiétudes majeures et puis les gens s'inquiètent pour les usines Alstom, etc. Donc il y a un climat en ce moment extrêmement lourd sur la question de l'emploi. Alors quand vous ajoutez tout ça aux difficultés, il faut se méfier de la réaction. Donc pour moi, les socialistes sont très faibles. Les socialistes ont néanmoins changé la loi électorale pour leur être favorable, Vous avez un très beau département comme celui de la Charente-Maritime où la droite a gagné Rochefort, a gagné Saintes. Le Parti socialiste a même perdu La Rochelle. Dans ce département-là, la probabilité, c'est qu'on perde quand même un siège. Puisqu'on passe à la proportionnelle, on avait 3 sénateurs UMP, on n'en aura plus que 2. Donc même dans des départements où nous avons beaucoup gagné, la mécanique électorale inventée par les socialistes peut nous permettre quand même quelques difficultés. Donc en résumé, je pense que de toute façon, nous serons sur une frontière assez serrée. Et donc ça demande une attitude extrêmement responsable, pas de candidature anticipée, pas de logique électorale et surtout pas de triomphalisme dans une période où le pays a beaucoup d'inquiétudes. Donc je reste extrêmement prudent sur l'issue de ce scrutin. On comprend bien entendre votre prudence, mais on aimerait avoir votre sentiment. Vous avez-vous l'impression que le Sénat peut revenir à la droite, ou est-ce que vraiment vous dites c'est du 50-50 ? Je pense que si on retrouve une forme de sérénité, si aussi bien nos électeurs que le climat général qui redevient un peu plus apaisé, on devrait pouvoir gagner. Mais je pense qu'il faut être attentif, parce que c'est une situation qui est une situation politique d'une part, économique et sociale d'autre part, difficile. Pour enchaîner, est-ce que vous avez mesuré ce que pèseront les élus Front National dans cette élection sénatoriale, ou est-ce qu'ils sont de toute façon pas assez nombreux pour faire quoi que ce soit ? À cette période-là du renouvellement, c'est-à-dire, vous savez que ce renouvellement municipal va donner 2 générations de sénateurs. À la première génération, c'est-à-dire aux élections de 2014, il n'y a pas d'effet politique.
Monsieur Rapin, vous avez dit tout à l'heure que vous mettiez un peu votre avenir personnel entre parenthèses du fait du travail que vous faisiez en ce moment à l'UMP. Est-ce que faire partie de ce trio pourrait vous empêcher de concourir à la présidence du Sénat? Je ne le crois pas. Je ne le sais pas. Je ne le souhaite pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis vraiment pas demandeur dans cette mission UMP. C'était pas... vous savez, je fais partie des Girondins, vous l'avez senti quelquefois dans mes vibrations, et les Girondins se caractérisent souvent par une affection plus grande pour leur territoire que pour leur parti. Et je n'ai pas été, dans mon parcours politique, dans des grandes familles politiques. Il n'y a que depuis 2002 que je suis dans ce grand rassemblement qu'est l'UMP. Donc, ce n'est pas vraiment ma ligne de vie que de m'occuper d'un parti. En revanche, ma ligne de vie, ça a été toujours d'essayer d'être médiateur, d'être unitaire, et j'essayais en permanence de rendre les choses compatibles. Et cet esprit de 2002, donc j'étais Premier ministre, j'étais dans cet acte fondateur avec l'UMP, on avait vraiment conscience que la qualification au second tour dépendait de notre unité. Et on a vu ce qui est arrivé à Lionel Jospin. Et depuis que je suis dans cette famille politique, je pense à ce qui est arrivé à Lionel Jospin, c'est-à-dire l'élimination pour le deuxième tour d'élection présidentielle. Et pour ça, il faut rester rassemblés. Car si on est éclaté, à ce moment-là, et d'où le débat que nous avons avec des amis très proches de moi, de l'UDI, c'est ce débat de stratégie, c'est l'esprit de 2002, c'est le rassemblement de la droite et du centre pour nous placer devant le Front National, et nous plaçant devant le Front National, de qualifier notre candidat pour le second tour. Ça, c'est ma ligne de conduite. Ce que je crains, c'est qu'un éclatement aujourd'hui de sensibilité, d'écurie, fasse que cette famille politique redevienne ce que fut dans le passé le RPR et l'UDF, mais avec un Front National qui est entre 20 et 25, si on éclate un paquet de 30 en deux, le risque que nous soyons derrière est réel. C'est pour ça que cet esprit qu'avait Jacques Chirac quand il a créé l'UMP, je reste là. C'est pour ça que je ne suis pas un adversaire de la droite forte. Je fais partie de la motion humaniste. Je sais que nous avons besoin d'être ensemble pour gagner. Il faut faire l'alliance de la droite et du centre. Donc cette ligne-là, elle demande à ce qu'il y ait des gens qui en permanence ne cherchent pas forcément les attaques ou les provocations, mais cherchent ce qu'il peut y avoir en commun. Parce que le jour où cette famille de la droite et du centre républicain éclaterait, il y aurait des risques pour le pays. Dominique de Montvalon. Une question sur le climat. Manuel Valls, relayé par Jean-Marie Le Guen, reproche à l'opposition ou à une partie de l'opposition de manquer de respect envers le président de la République. Que vous inspire cette admonestation? D'une manière générale, je suis pour le respect et je trouve que nous devons respecter les institutions, c'est clair, et que je n'apprécie pas des attaques qui ne respectent pas derrière les personnes les fonctions. Et donc, je comprends tout à fait ce que dit le Premier ministre. Il est dans son rôle d'un Premier ministre de faire respecter les institutions dont à la gouvernance de laquelle il participe. Je pense d'autre part qu'il faut que le pouvoir mesure aussi que le respect qu'il reçoit dépend aussi de la manière dont il se comporte. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une forme d'exaspération dans le pays et que cela, il faut qu'il en prenne compte et que ce n'est pas simplement le respect qui construira la barrière contre la colère montante. Et donc il faut être attentif à ce qui se passe aujourd'hui en degré d'exaspération et de colère. Et donc ça, il faut être attentif. Je ne serai jamais dans le camp de ceux qui insultent ou qui mettent des anathèmes détestables sur ceux qui sont chargés de représenter notre République. Mais d'autre part, j'invite nos représentants de la République à être très attentifs aussi à la compréhension de leur action. Je vous le dis, c'est pour ça que
que des élus locaux, des parlementaires, des gens qui sont impliqués sur ces dossiers de la décentralisation depuis des années et des années ne soient pas consultés, ne soient pas écoutés, même pas par leur préfet, sont des méthodes qu'on n'a jamais vues et on pourrait faire plus respectable. Geneviève de Cazaux. Vous avez parlé de climat politique incertain. Donc, compte tenu de la modération de votre caractère et donc de vos propos modérés, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est plutôt un climat presque explosif? Je pense qu'il y a, sur le plan économique et social, des inquiétudes qui sont très profondes. Et donc, il peut toujours y avoir à un moment un dossier qui enflamme une contestation sociale, comme fut le cas avec Vilvoorde, en son temps, une affaire Michelin, où on a vu s'embraser une colère en prenant un événement comme levier. Donc je pense que cette situation est dangereuse. Je trouve que la situation du pays est dangereuse. Donc je pense que ce n'est pas l'intérêt de l'opposition de déstabiliser les institutions, mais d'appeler les responsables de nos institutions au sérieux et à l'extrême prudence, y compris quand on lance des grands débats qui intéressent les Français, mais qui ne sont pas au cœur des préoccupations premières. Ça intéresse toujours de voir dans sa PQR la carte régionale, mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est l'emploi. Le 14 janvier, le président de la République fait une très belle conférence de presse, d'une certaine manière. Il annonce une politique de l'entreprise, une politique de l'offre. Nous sommes le 14 janvier, il donne une inflexion qu'il a commencé à donner pour ses vœux, et nous sommes presque 6 mois après, et nous n'avons toujours rien sur ce sujet. Allègement de charges, politique de l'emploi, politique des entreprises, c'est ça qui est essentiel. Alors on peut nous donner tous les débats qu'on voudra, qui vont pouvoir agiter sur le plan de la société comme sur le plan de l'aménagement de nos territoires. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on ne répond pas à la question centrale des Français, et c'est là qu'est la colère. La colère, c'est la question de l'emploi, de l'économie, de l'entreprise, de la valeur ajoutée, et donc du soutien, notamment par l'allègement de charges. Donc ce pacte de responsabilité, il est bien long à mettre en route, et bien long à entrer en action, et pendant ce temps-là, on essaie de se battre sur les déficits et on multiplie des dépenses nouvelles. Je pense que le dossier économique et social est le premier dossier de ce pays et qu'il peut être dangereux à un moment ou à un autre de donner le sentiment trop systématiquement qu'on envoie la muleta sur d'autres sujets pour intéresser l'opinion publique à d'autres sujets que le sujet essentiel, le développement économique et social, la cohésion sociale et économique de la France. C'est là, je crois, qu'est le potentiel de colère. Donc je ne sais pas si il s'exprimera. Normalement, quand il y a des élections, le pays s'apaise. Je ne sens pas aujourd'hui le pays s'apaiser. Donc je souhaite vraiment qu'on trouve le moyen d'apaiser le pays parce que personne n'a intérêt à ce qu'on ajoute à nos difficultés économiques et sociales, nos difficultés de politique étrangère, qu'en plus on ait une déprime nationale. Oui, pour revenir sur le sénatorial, êtes-vous favorable, comme Roger Carucci, à un report du congrès de l'UMP d'1 mois pour que la campagne du congrès ne se télescope pas avec la campagne des sénatoriales? J'attendrai d'abord la réponse juridique de la date du congrès, puisque nos statuts disent que c'est la haute autorité qui doit fixer la date du congrès. Donc je comprends qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets, donc il faut pouvoir le décaler, mais tout le monde était d'accord pour que, à partir du début d'octobre, on puisse organiser le congrès à la date qui sera fixée par la haute autorité. Véronique Rigolet. Pardon? Écoutez, c'est une question très importante. Vous posiez tout à l'heure la question des adhésions, et c'est la question des listes électorales. Et donc, c'est tout un calendrier et une définition de procédure qui doit être définie par la haute autorité. Une question qui n'a rien à voir ni avec l'UMP ni avec la réforme territoriale, c'est sur le dossier BNP Paribas. Est-ce que vous jugez que l'amende américaine est totalement déplacée? Est-ce que vous jugez, comme le pense Xavier Bertrand, que c'est même une agression américaine? Est-ce que le président doit porter le fer avec son homologue américain qui va être là dans les prochaines heures? Et est-ce qu'il faut mettre en parallèle le traité, dans la balance en tout cas, le traité atlantique de commerce?
Je pense que cette sévérité a les apparences particulièrement excessives, et donc il est clair que c'est une nouvelle qui préoccupe un des grands acteurs économiques de notre pays, donc qui nous préoccupe tous. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, avec les États-Unis, faire monter le dossier au niveau politique soit la bonne solution. Souvent, dans les pays anglo-saxons, la montée dans la hiérarchie politique est plutôt un frein qu'une accélération. Et donc, je pense qu'il faut, sur ce dossier, d'abord aller au bout de la négociation et du droit. Et du droit américain. Et donc je pense qu'il faut être attentif à ces questions-là. Réciproquement, il suffit de voir la presse anglo-saxonne, comme M. Montebourg s'occupe de près du dossier Alstom et GE. Donc je pense qu'avec les États-Unis, il faut être attentif à ce sujet-là. Mais je ne connais pas, au fond, c'est un dossier d'une grande complexité. Je le connais un peu, mais pas suffisamment pour pouvoir vous dire quels sont aujourd'hui les espoirs qu'on peut avoir dans une négociation. Mais d'une manière générale, j'ai connu des affaires difficiles, y compris quand j'étais à Matignon avec les Américains. Je ne suis pas sûr que la pression politique soit toujours de bons conseils dans ces pays à culture quand même libérale. Mais évidemment, initialement, la loi vous paraît disproportionnée, est-ce que le mot est juste? Vous savez, dans les procédures de droit, quand on commence à les juger elles-mêmes, il est clair qu'aujourd'hui, pour l'opinion publique française, pour ce qui est aujourd'hui dans la défense de la banque, ces chiffres-là semblent en effet démesurés. Thierry Curtet. Le gros problème de la France, c'est sa dette. Lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez dit un jour, les déficits d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Est-ce que vous regrettez cette phrase aujourd'hui? Est-ce qu'elle est sortie de son contexte à vous opposer aujourd'hui? Et puis la deuxième chose, lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez pérennisé les aides pour les entreprises aux 35 heures. Or, les entreprises avaient eu leur contrepartie en termes de blocage des salaires, en termes d'aménagement du temps de travail. Vous avez également pérennisé les aides aux entreprises. Or, aujourd'hui, le principal souci avec ces 35 heures, c'est justement ce qu'elles coûtent à l'État. Est-ce que vous regrettez ce que vous aviez fait à l'époque, ou est-ce qu'on en a une mauvaise lecture? Je pense que vous avez une lecture incomplète, mais ce serait très long de revenir sur ces sujets. Mais je suis prêt à prolonger avec ça parce que je suis passionné par ces questions. Sur les questions de la dette, je vous rappellerai quand même que le seul moment récent où la dette a commencé à baisser un petit peu, c'est quand Thierry Breton était ministre des Finances à l'issue même de mes 3 ans, où on avait une ligne qu'on avait réussi, qu'à la fin de ce mandat, on avait commencé la baisse du chômage et la baisse de la dette. Je pense que sur les 35 heures, on a fait une politique, en effet, notamment à l'occasion de l'harmonisation des SMIC, qui a permis de rendre les 35 heures acceptables d'un point de vue de compétitivité et d'un point de vue social. Donc j'ai géré une mise en œuvre du dispositif. Je pense que ceci est un vrai piège de cette loi sur les 35 heures, parce qu'en résumé, ça veut dire qu'il faut mettre à peu près 21 milliards dans la machine pour équilibrer le système. C'est-à-dire qu'il faut qu'au budget de l'État, chaque année, on rajoute à peu près 21 milliards pour alléger les charges des entreprises. Et donc, en effet, aujourd'hui, on se dit que si, équation purement mathématique, mais si on travaille 39 heures payé 35, le budget de l'État récupère 21 milliards. Donc la discussion reste ouverte, mais il était nécessaire de le faire pour équilibrer le système à l'époque. Monsieur. Contrepartie accordée aux entreprises au moment des 35 heures, à savoir le blocage des salaires pendant 4 ans, et... Oui, mais avec une augmentation du SMIC qui était à 2 chiffres. Hein. Mais ça, c'était la logique des 35 heures. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup.